Parler de sciences de la durabilité et d'humanité environnementale avec François, et puis vous restituer en fait les résultats d'analyse qu'on a fait avec plein de collègues de sciences et François. Et donc, avant toute chose, peut-être, je voulais vous demander qui a déjà entendu parler de sciences de la durabilité dans la salle, si vous pouvez lever la main. Ah, pas tant que ça. Et d'humanité environnementale. Ah, pas si peu que ça. Ok. Donc nous, on s'est un peu posé des questions sur les points communs, les différences et les complémentarités entre ces deux trucs. On va essayer de définir d'abord ce que c'est que ces deux trucs. Donc la science de la durabilité, d'une part, c'est une science qui se définit comme une science appliquée aux enjeux du développement durable. Donc vous pouvez voir ici la science de la durabilité, comme la science agricole ou la science de la santé, est une science appliquée définie par les problèmes pratiques qu'elle aborde, les problèmes de développement durable, contrairement aux autres sciences qui ont entré en lien avec des disciplines et pas des problèmes. Une autre façon de voir la science de la durabilité, c'est aussi dans sa dimension engagée, dans une vision transformatrice. La science de la durabilité, c'est un type de science qui se veut différent, principalement inspiré par l'utilisation, avec des composantes importantes de connaissances fondamentales et appliquées, et un engagement à transformer ces connaissances en actions sociétales. Alors ça change un peu le positionnement des sciences, de la science normale, disons, qui est une science qui n'est pas engagée au service de quoi que ce soit, qui est une science, hormis la production des connaissances, il y a pas cet engagement, en fait. Voilà. En termes de représentation, ce qui est souvent mis en avant dans cette science de la durabilité, c'est cette théorie du donut, où l'idée, c'est de trouver où vivre dans cet espace dit durable, c'est-à-dire un espace où on a atteint un certain plancher de développement humain et de bien-être humain, mais sans toutefois dépasser les limites planétaires. Et donc, cet espace-là qui a la forme d'un donut, d'où le nom de cette théorie du donut. Avec Clémence Moreau, nous, on avait, en préambule du travail que je vous présente aujourd'hui, on avait identifié le nuage de mots-clés utilisés dans la science de la durabilité et on a identifié 3 grands piliers de cette science, à comprendre les systèmes socio-écologiques, qui sont des systèmes, du coup, à l'interface entre les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales. Donc, pour les comprendre, il faut faire ça en interdisciplinarité, voire en transdisciplinarité, c'est-à-dire en impliquant des acteurs non académiques, et dans un objectif d'aller vers des transitions durables, des transformations, ou transformer les enfants ou les citoyens via l'éducation. Donc, un volet de compréhension, de co-construction et de transformation. Et puis, à côté de ce courant, moi je vais appeler ça un courant de recherche, on pourrait appeler ça une métadiscipline, ou on peut appeler ça aussi un champ de recherche, tout dépend un peu de ce qu'on préfère, mais bon, moi je vais utiliser pas mal de courants. Il y a un deuxième courant qui est le courant des humanités environnementales, qui se positionne ici comme un courant qui tente d'articuler les savoirs susceptibles de repenser le concept environnement au-delà de la simple et surannée opposition nature-culture. Elle constitue dès lors un domaine de recherche interdisciplinaire, diversifié, voué à l'étude et à l'analyse des interrelations et intrications complexes entre l'activité humaine et l'environnement, à partir de réflexions nécessairement renouvelées. On change un peu de champ lexical, on est dans le domaine des sciences sociales, mais on retrouve cette idée d'interdisciplinarité et de repenser les relations entre les humains et leur environnement, donc de décloisonner un peu les sciences telles qu'on les avait conçues jusqu'à présent. Donc, comme vous le savez, donc en fait, on a 2 courants qui ont des ambitions assez communes, de fédérer des recherches autour des questions environnementales, de développer une interdisciplinarité et de redéfinir les relations sciences-société avec cette notion d'engagement des scientifiques vers des transformations durables ou autres. Et donc, comme vous le savez, en fait, grosso modo, la pensée académique et la production académique est séparée entre d'un côté les sciences humaines et sociales et de l'autre les sciences de la nature et l'ingénierie. Et puis les problématiques environnementales, c'est à l'interface de ces 2 grands
champs. Et donc, tout se passe comme si, d'un côté, les sciences de la nature, pour traiter de la question environnement, ont créé ce courant, en tout cas, il y a ce courant de la science de la durabilité qui a émergé. Et de l'autre côté, du côté des sciences humaines et sociales, c'est les humanités environnementales qui font le chemin en sens inverse. Et on pourrait se demander, et nous, en fait, l'origine de notre questionnement, c'était de dire, finalement, dans ce mouvement double, est-ce que ces deux courants scientifiques se retrouvent au milieu? Est-ce qu'ils pensent les choses de la même manière? Est-ce qu'ils interagissent entre eux et, en définitive, est-ce qu'ils vont devenir plus qu'un? Ou est-ce qu'au contraire, ils prennent des directions assez différentes, ils produisent des connaissances très différentes sur les questions environnementales et ils interagissent pas énormément entre eux. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, la réponse, c'est plutôt la deuxième solution. Je vous spoil complètement ma présentation. Donc, on va voir un peu de quoi il s'agit. Donc, pour répondre à cette question, ce qu'on a mis en place, c'est une approche d'analyse de la littérature avec une méthode très standardisée et quantitative, avec l'identification des corpus bibliaux de ces deux courants, l'analyse des paysages scientifiques et des discours associés, des champs lexicaux associés à ces courants. Donc, on est dans quelque chose à dominante quantitative, mais il y a quand même des réminiscences qualitatives là-dedans. Et puis, à compléter à ça, on a fait une sélection de textes au sein de ces deux corpus pour aller les lire de manière plus approfondie et en sortir aussi des éléments d'analyse. Ça nous a plutôt servi à nourrir la discussion de notre article. Donc ici, je vous ai mis le protocole d'identification de la littérature où on commence par, dans le Web of Science, des requêtes qui permettent d'identifier les publications associées aux sciences de la durabilité, associées aux humanités environnementales. Et puis, au fur et à mesure, en identifiant les données disponibles dans ces différents corpus, on a finalement des analyses qui sont faites sur entre 1500 et 1700 documents, selon ce qu'on analyse, les mots-clés, les auteurs, etc., etc. Je vais vite parce que j'ai pas beaucoup le temps, mais on pourra en discuter si vous voulez sur ces aspects méthodaux. Donc on a deux corpus qu'il faut retenir. C'est que le corpus des humanités environnementales est beaucoup plus petit en nombre d'articles. On est à peu près à 500 articles, alors qu'en sciences de la publication, pas que des articles, en sciences de la durabilité, on en a beaucoup plus. Et ce qu'on remarque sur ce graphe aussi, c'est qu'il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire que le courant des humanités environnementales, il tend à apparaître quantitativement plus tard que la science de la durabilité. C'est quantitativement, parce que en fait, c'est à peu près aux mêmes dates où on a les premiers écrits sur les deux courants. Donc, ils sont très contemporains, mais il y en a un qui est plus limité parce que, pour différentes raisons qu'on verra d'ailleurs au fur et à mesure de la présentation. Donc, en fait, notre premier grand résultat de cette analyse, c'est qu'on a deux courants qui correspondent à deux communautés scientifiques très distinctes et qui se connaissent très peu l'une de l'autre. Ça se voit notamment quand on regarde les revues qui contribuent à ces deux courants. Ici, vous avez à gauche le courant de la science de la durabilité, les principales revues en sciences de la durabilité. Vous en reconnaîtrez peut-être certaines dans lesquelles vous publiez. Et après, il y a les revues en humanité environnementale. Donc, chaque courant a une revue éponyme, c'est Sustainability Science et Environmental Humanities. Mais par contre, parmi les grandes revues, il n'y en a aucune qui est présente dans les deux corpus, sauf Enbio, qu'on voit apparaître dans les deux corpus, et Gaia. Voilà, il y a deux revues parmi mais qui sont assez qui représentent assez peu d'articles. L'autre façon de voir ce manque de lien entre les deux, c'est les intercitations à l'échelle des revues. Donc ici, vous avez un graphe qui vous montre les liens d'intercitation des revues entre elles. Et celles qui sont encadrées, c'est les revues en humanité environnementale. Donc déjà, on voit que grosso modo, les revues en sustainability, en sciences de la durabilité interagissent beaucoup entre elles. Et il y a assez peu d'interactions avec les revues en humanité environnementale qui elles-mêmes, en fait, interagissent assez peu entre elles.
Alors, vu que les corpus sont de taille différente, ça explique que les liens n'apparaissent pas, mais aussi, en fait, on a un courant qui est beaucoup plus disparate en humanité environnementale par rapport aux sciences de la durabilité. Je vais accélérer. Ici, vous avez les principaux auteurs en sciences de la durabilité d'un côté et en humanité environnementale de l'autre. Où, pareil, ce sont pas du tout les mêmes auteurs. Et ce qu'on peut voir, c'est que la production aussi scientifique est très différente entre ces deux types d'auteurs. Ici, plus vous avez, grosso modo, plus vous avez de ronds bleus, plus les auteurs publient d'articles. Et on voit qu'il y a beaucoup moins d'articles publiés en humanité environnementale qu'en sciences de la durabilité. Ce qu'il faut noter pour interpréter aussi cette figure, c'est que 80% des publications en sciences de la durabilité sont multi-auteurs, alors que 80% des publications en humanité environnementale sont mono-auteurs. Donc en fait, on a des pratiques de publication très très différentes entre les deux courants. Et enfin, on s'est intéressé aux héritages épistémologiques de ces deux courants, c'est-à-dire à quels sont les auteurs qui sont les plus cités par les publications dans ces deux courants. En humanité environnementale, vous retrouverez sans doute des gens que vous connaissez assez d'un point de vue dans vos recherches, puisqu'il y a Folk et Berks notamment, il y a Ostrom également, qui sont très influents, enfin, qui constituent un peu le socle épistémologique de la science de la durabilité. Dans les humanités environnementales, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a donc Donna Haraway, qui est un peu la fondatrice de ce courant, qui travaille beaucoup sur qui est une autrice écoféministe. Il y a Bruno Latour, que vous devez connaître un peu. Et puis après, il y a pas mal d'anthropologues, notamment Tim Ingold, qui est un peu le pendant de Descola sur la pensée des relations nature-société. Voilà, donc on a, en plus de ces deux communautés très distinctes, on a deux discours et deux cadrages très différents sur les enjeux socio-écologiques ou environnementaux. Pour montrer ça, on s'est intéressé au nuage de mots-clés renseignés par les auteurs. Ici, vous avez celui pour la science de la durabilité, où vous voyez que globalement, c'est des mots-clés qu'on a tagués en vert qui ressortent pas mal. Donc, c'est des mots-clés qui font référence à des enjeux environnementaux. On a des mots-clés qui appartiennent plutôt au domaine de questionner la division entre nature et culture avec les mots socio-écosystème, interdisciplinarité et puis services écosystémiques. Et vous avez pas mal de mots-clés finalement sur les dimensions un peu sociopolitiques à la fois au sein de la science, mais aussi les enjeux, on va dire, de gouvernance des socio-écosystèmes, donc transdisciplinarité, coproduction, gouvernance, politique, etc. Très peu de mots-clés violets qui sont en lien avec la question des valeurs, des affects et des imaginaires, qui sont en fait des mots-clés que l'on retrouve dans les humanités environnementales, qui elles aussi s'intéressent aux enjeux environnementaux. Donc il y a pas mal de mots-clés en vert. Vous pouvez voir que il y a beaucoup environmentalisme, éco-criticisme, etc. Donc en fait, c'est aussi pensées, c'est des analyses qui déconstruisent un peu les enjeux environnementaux, qui les repolitisent, etc. Et puis, il y a cette dominance que l'on n'a pas du tout dans les sciences de la durabilité sur tout ce qui est la question des arts, des humanités et de ce qu'on appelle les approches non cognitivistes, c'est-à-dire des approches qui ne voient pas l'humain comme un être rationnel, mais plutôt comme un être qui est aussi mu par des affects, des émotions, etc., et des imaginaires. Alors, cette analyse basée sur des mots-clés des auteurs, elle est assez instructive, mais finalement, elle est assez caricaturale d'un certain côté. Et c'est ça qui nous a donné envie d'approfondir ça en analysant les résumés de manière plus précise. Et c'est sur quoi nous a aidé François, à qui je passe la parole maintenant. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des perspectives de l'analyse statistique de données textuelles appliquées justement à ces deux corpus que nous avions dans le cadre d'une approche quantitative de données qualitatives. Alors, le principe général qui est derrière, c'est que les mots n'apparaissent pas de manière indépendante dans le discours, mais que leur co-occurrence va permettre de retracer des mondes lexicaux, ce qu'on appelle des mondes lexicaux, en gros des grands thèmes dans le discours. Et l'analyse va nous permettre de réaliser une sorte de cartographie
sur la base des distances entre les textes, sur la base de ces co-occurrences, avec une métrique qui est la métrique du Qui2. Et donc d'obtenir ensuite une classification. Donc non seulement ça nous permet d'obtenir un résultat, mais c'est également, on peut avoir ça comme une sorte de véhicule qui permet d'explorer également le corpus et de naviguer dans le corpus. Et donc de réaliser une approche également qualitative et inductive sur la base de ces analyses qualitatives. Alors, à quelles questions on peut répondre rapidement? Tout d'abord, est-ce que ces deux sous-corpus mobilisent les mêmes mondes lexicaux? Et également, comment on peut en donner une cartographie? Donc, comme l'a dit Julien, on part de 1524 textes. Avec l'analyse, on arrive à en classer à peu près 87%, à 99% pour le corpus des sciences de la durabilité, et à près de 85% pour celui des humanités environnementales. La classification, nous avons retenu une partition en 5 classes. Les 4 premières classes que nous voyons dans ce tableau vont être très majoritairement occupées par les articles issus du corpus des sciences de la durabilité, alors qu'elles n'en voyaient que très peu sur la 5e classe. Et inversement, le corpus des humanités environnementales se retrouve de manière prépondérante dans la 5e classe et pas dans les autres. Bon, on a déjà une forte ségrégation des deux corpus dans la classification. Une classification, ça va ressembler à ça. On a une arborescence. On peut voir ici, vraiment pittoresque. Ici, on a la 5e classe qui porte sur donc, essentiellement le corpus des humanités environnementales. Et sur les 4 autres classes, on va retrouver nos différents articles du corpus des sciences de la durabilité. Dans la première classe, que l'on peut voir en rouge, on va retrouver, donc qui correspond à peu près à 23% de notre corpus total, on va retrouver des articles qui vont parler du monde académique et des parcours de formation, justement, aux sciences du développement durable. Donc, dans les petits nuages de mots qui correspondent aux 30 formes les plus caractéristiques de chaque classe, on va retrouver, pour cette classe, la forme université. Ah oui, en analyse textuelle, on parle de forme plutôt que de mots. Parce que plusieurs mots proches peuvent être rassemblés sous une même forme. Par exemple, les différentes formes conjuguées d'un verbe, qui est ramené à l'infinitif. Donc, on va retrouver la forme université, étudiant, apprentissage, académique, transdisciplinaire, interdisciplinaire, compétences, qui permettent d'obtenir une certaine idée et d'arriver à cette interprétation. Alors, le logiciel nous offre aussi la possibilité d'extraire des extraits caractéristiques et centraux d'une classe et là, on n'a plus les mots séparés, mais on a du vrai texte, un vrai morceau de texte, alors un peu particulier parce qu'il n'y a plus la ponctuation, et il y a la procédure de lématisation qui a ramené éventuellement différentes formes d'un mot à une base commune, quoi. Par exemple, l'infinitif pour les verbes conjugués. Et ces extraits sont associés à une statistique de Qui2 qui permet d'évaluer l'importance de la caractérisation de ces extraits pour la classe en question. Et le premier extrait, donc, qui est celui-ci en haut, qui va nous parler des sciences de la durabilité, qui émergent dans un nouveau champ académique pour s'intéresser aux défis de la durabilité et pour former des experts sur la durabilité, aux sciences de la durabilité. Je vais m'arrêter là pour l'extrait, mais qui permet de renforcer l'interprétation que l'on peut avoir des différents articles de cette classe. Et comme ça, on peut avoir plusieurs extraits caractéristiques qui permettent de se focaliser uniquement sur un seul extrait. On peut également, pour certaines formes de notre choix, s'intéresser sur à quel point on caractériser une classe. Sur ce graphique, en ordonnée, nous allons avoir une statistique de Qui2. Donc, plus on est dans les valeurs fortes, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, plus ça va caractériser la forme en question, comme ici transdisciplinaire, va caractériser les classes que l'on retrouve en l'abscisse. Et on voit donc que la forme transdisciplinaire est fortement caractéristique, elle est surreprésentée dans la classe 1 et dans une moindre mesure dans la classe 2, et sous-exprimée dans la classe 3 et également dans la classe 5, qui, je le rappelle, était celle des humanités environnementales, qui regroupe essentiellement des textes des humanités environnementales.
Pour la classe 2, que l'on retrouve en haut en gris, elle va aborder le thème des sciences de la complexité, les approches systémiques et intégratives, avec des formes mais à chaque fois dans un contexte bien particulier, où c'est une mise en application située dans le concret. Et donc, d'ailleurs, le terme application, la forme application est particulièrement caractéristique, c'est la plus caractéristique de cette classe, associée à des formes comme connaissance, système, causaux, on peut imaginer le lien causal, les formes complexes et complexité, et également les systèmes socio-écologiques. L'expression système socio-écologique. Et d'ailleurs, cette forme, on la retrouve ici, particulièrement surexprimée dans cette classe, ainsi que dans la classe suivante, la classe 3, mais sous-exprimée pour les classes 1 et 5. La classe 3, donc qui se trouve en bas en vert, va s'intéresser à l'étude des paysages, des services écosystémiques, des politiques publiques. C'est vraisemblablement des travaux de géographes et d'économistes. On va retrouver beaucoup de termes relatifs au territoire, comme land, area, region, landscape. On va y parler de services écosystémiques, de population, mais quasiment pas de population animale, mais vraiment de population humaine. Donc cette notion de service écosystémique est surexprimée dans cette classe et sous-exprimée dans les classes 1 et 5 et probablement non significative pour les classes 2 et 4. La classe 4, qui est en bleu, va se poser comme une réflexion épistémologique et théorique sur le champ des sciences du développement durable. Le terme sciences de la durabilité apparaît comme vraiment fondamental pour cette classe, et on va retrouver différentes formes relatives à une réflexion épistémologique, avec la forme théorique, perspective, conceptuelle, concept, discipline et méthode, et tout ce qui va relever d'une réflexion paradigmatique de ce champ. On peut passer et enfin, pour la classe numéro 5, celle qui est apparue un peu en bas, qui concentre significativement les discours issus du corpus des humanités environnementales, c'est une classe qui est non univoque, qui va comporter des discours assez différents, mais on peut retrouver un petit fil rouge qui est que ces études vont souvent s'intéresser au rapport de pouvoir dans le rapport à la nature, que ce soit sur la base d'une réflexion sur le genre, sur les relations entre êtres humains et les autres espèces, et également sur les influences coloniales dans le cadre du rapport à la nature. Par ailleurs, il va y avoir beaucoup de textes qui vont présenter des positions artistiques ou esthétiques. On va parler de vidéastes qui vont s'intéresser au rapport de genre et ce que ça implique sur le rapport à la nature. Et on va retrouver comme terme particulièrement caractéristique de cette classe le fait de s'intéresser au féminisme, la forme coloniale qui revient également de manière très forte, et aussi le fait d'inscrire le discours dans un narratif sur les phénomènes décrits. Et je repasse le flambeau à mon camarade. Merci François. Donc voilà, donc en fait finalement ce que nous ont montré ces différentes analyses, c'est qu'on a vraiment deux regards qui sont, enfin en tout cas deux communautés scientifiques très différentes qui travaillent de manière assez séparée et qui produisent des discours très différents, en tout cas très distincts sur les questions environnementales. Donc finalement, on pourrait voir les choses comme ça, en tout cas c'est ce qu'on propose à nous. C'est d'un côté l'optique, le regard que porte la science de la durabilité sur les enjeux environnementaux, c'est finalement c'est un regard très heuristique, c'est-à-dire si on a des problèmes liés au développement durable, c'est parce qu'on ne comprend pas assez bien des socio-écosystèmes qui sont des trucs hyper complexes à comprendre, etc.
Pour comprendre ces socio-écosystèmes, eh ben, il faut davantage d'inter- et de transdisciplinarité avec des concepts qui sont créés à cette interface-là et développer du coup des approches fondées sur la nature, des approches bioculturelles, etc. Donc on a vraiment ici une compréhension des enjeux de durabilité comme un défi heuristique, quoi. Alors que dans les humanités environnementales, on examine plutôt ces problématiques en termes d'asymétrie de pouvoir, c'est-à-dire, grosso modo, on va dire que si on a des problèmes environnementaux, c'est parce qu'on a finalement un rapport très dominant des humains sur les non-humains, que ces rapports de domination elles concernent aussi les humains entre eux, les hommes sur les femmes, les peuples anciennement colonisateurs sur les anciens colonisés, les subalternes, etc., etc. Et pour essayer d'ouvrir les horizons, eh ben, les récits, les nouvelles éthiques environnementales est nécessaire. Donc on a une compréhension beaucoup plus politique des enjeux environnementaux. Malgré tout, on a quand même identifié avec l'analyse des mots-clés que je vous présentais trois grands blocs qui rassemblent ces deux courants. Le premier étant la volonté de dépasser le dualisme nature-culture. Dans les deux courants, on a plein de choses qui ont été écrites à ce sujet, avec les socio-écosystèmes, les services écosystémiques pour la science de la durabilité, par exemple. Et puis, pour les humanités environnementales, on a des notions telles que le post-humanisme, la cosmopolitique, qui permet de faire rentrer les non-humains dans les arènes de discussion, avec de délibération, les ethnographies multi-espèces qui se développent pas mal parfois. Et donc, en gros, pour dépasser ce dualisme, pour les HE, leur enjeu à eux, c'est de remettre en question l'exceptionnalité humaine, et en peu faisant tomber de son piédestal les humains, d'où les approches post-humanisme. Et puis, de resituer aussi les humains dans son environnement dans un contexte où les sciences sociales se sont très longtemps interdites de penser les comportements humains comme dépendants de l'environnement. Tous les faits sociaux n'étaient que expliqués par le social. Et pour les... Ah, mais c'est pas la bonne version de mon PowerPoint, c'est encore la petite coquille. Pour la science de la durabilité, à l'inverse, il s'agit de mieux comprendre les humains qui font partie prenante des écosystèmes, des socio-écosystèmes et qui influent sur les dynamiques écologiques. Le deuxième grand point commun, c'est la transformation des relations socio-politiques. Alors là, on identifierait deux grandes transformations. D'une part, au sein du monde académique, en repensant les frontières disciplinaires. Et donc là, on a quelque chose qui s'apparente à de l'interdisciplinarité dite instrumentale pour la science de la durabilité, c'est-à-dire une interdisciplinarité qui est justifiée par le fait qu'elle permet de mieux faire quelque chose, de mieux comprendre les enjeux environnementaux, mais sans remettre en cause les disciplines, quoi. Alors que dans les humanités environnementales, on est davantage dans une approche critique ou transgressive qui vraiment la question des rapports de pouvoir liés à l'existence des disciplines, les différences qu'il peut y avoir entre les sciences humaines et sociales et les sciences environnementales en termes de poids politique, de poids économique, etc. Et qui, parfois, on arrive même à plaider pour, finalement, des approches adisciplinaires ou indisciplinaires. Et puis, à l'extérieur du monde académique, ou en tout cas pas exclusivement réservé au monde académique, il y a une deuxième transformation qui est la reconnaissance des connaissances générées et entretenues en dehors du monde académique et la nécessité de mieux reconnaître et de mieux collaborer avec ces formes de connaissances. Donc moi, en tant qu'ethnoécologue, par exemple, c'est la question des savoirs locaux qui serait dans ce genre d'approche. Et enfin, le troisième grand point commun, c'est la question des valeurs affectes et imaginaires. Alors ça, donc je le disais, c'est la conception non cognitiviste et non rationaliste des humains. C'est quelque chose qui est constitutif des humanités environnementales, comme on l'a vu, c'est très très présent. Ça l'est beaucoup moins dans la science de la durabilité. Quantitativement, ça ressort pas, mais par contre, de manière plus qualitative, on voit que c'est quelque chose qui émerge de plus en plus dans la science de la durabilité.
Il y a un article notamment qui s'appelle Sensory Sustainability Science. Et puis, je vous renvoie aux travaux récents de l'IPBES sur les valeurs de la nature qui mettent vraiment cette question de ces dimensions, de ces valeurs, d'une part, mais aussi de la dimension émotionnelle des relations nature-société au centre de leur analyse. Voilà, donc en conclusion, d'un côté, on a des humanités environnementales qui finalement défendent une forme de radicalité, de rupture idéologique, alors que la science de la durabilité, c'est une approche un peu plus pragmatique, qui ne remet pas vraiment en question l'idéologie dominante. On reste sur des enjeux très heuristiques et parfois une dépolitisation des enjeux environnementaux. Et toute notre question, c'est de savoir si ces clivages-là, ça freine, ne permettent pas d'envisager un dialogue entre ces deux courants, ou si au contraire, il y a moyen de quand même maintenir un dialogue entre ces deux courants, et qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'un courant pourrait apporter à l'autre. Et donc, pour répondre à ces questions, je vous invite à lire notre article où on dresse quelques pistes de ce qu'on pense que les humanités environnementales peuvent apporter à la science de la durabilité et inversement. Et je vous remercie pour